Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Mais qui est à côté de moi? Serait-ce Tristan? Serait-ce Clovis? Eh ben non, c'est moi. C'est lui, encore et toujours, votre Yann préféré. Oui, Quel est le sujet de notre vidéo de cette semaine? c'est moi. Ah, bah non. Non, pas du tout. Mais d'une certaine façon, oui. Nous allons parler d'un sujet. Est-ce que les Français aiment l'Asie? Bonne question. Elle est simple sans être simple. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments à comprendre. Ouais. Et en fait, on va plutôt partager, nous, ce qu'on a vécu et comment les choses ont évolué en France. Donc j'ai envie de dire, commençons par le commencement. Toi, Yann, est-ce que tes parents, tu trouves qu'ils avaient vraiment un attrait pour le monde asiatique? Pas vraiment, pas plus que ça en tout cas. Eux, ils connaissaient évidemment, mais ça s'arrêtait au Japon, à la Chine. Si le Vietnam, tout ça, oui, mais à cause des colonies, etc. Quoi, c'était pas. Si tu demandes à mes parents s'ils étaient intéressés par l'Asie, non, pas vraiment. Ouais. Mais pas parce qu'ils aimaient pas, juste parce qu'ils ne connaissaient pas. En fait. Je pense que les générations de nos parents, ou même un peu plus loin, déjà il y a eu un impact de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des idées à ce moment-là sur certains pays qui n'étaient pas forcément bonnes. Mes parents, eux, ils ont commencé à travailler très tôt, à l'âge de 16 ans. Donc ils ont fait le certificat d'études, ce qui est un peu l'équivalent du brevet fin collège. Et après ça, en fait, ils sont envoyés à travailler. Ils n'ont pas les moyens ni le temps de penser à autre chose, surtout pas des pays aussi lointains. Même les voyages, même si ça s'est démocratisé aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et si on voyageait, on avait des vacances, c'était plutôt en France ou dans les pays limitrophes. L'Asie, pas tant que ça, sauf pour des populations plus privilégiées qui ont eu le droit à avoir l'éducation dans les universités. Je pense à la plupart des chercheurs aujourd'hui qui ont plus de 60 ans. C'était assez rare, quoi. Voilà. Ce qui a vraiment eu un impact important sur comment les Français aujourd'hui perçoivent l'Asie et comment ils apprécient l'Asie, c'est vraiment fin des années 80, début années 90 avec le Club Dorothée. Nos parents l'ont vu arriver. Mais c'est vraiment la génération de nos grands frères et sœurs. Quoi. Et c'était quoi le Club Dorothée, Yann? Bah en fait, je sais pas trop. C'est vrai? Tu sais pas? En fait, si, je connais parce que tout le monde connaît. Mais j'ai jamais vu. Moi non plus, j'ai jamais regardé le Club Dorothée, mais c'est vrai que en fait, le Club Dorothée, c'est une énorme émission de télévision qui regroupe plusieurs contenus en fait. Il y avait des petits sketchs, une série télé et en même temps en fait ça présentait en fait les animés japonais et c'est à ce moment-là que nos parents et donc nos grands frères et sœurs ont connu Goldorak, Capitaine Flamme et j'en passe. En fait les animés japonais étaient moins chers à l'époque que les dessins animés français. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont été importés. Ça ressemble pas du tout à nos dessins animés qu'on a en France, traditionnellement. Et je pense aussi qu'il y a cette idée que dans les animés, les idées sont un peu sans limite. Ça fait un peu un film, mais en fait, tu peux tout faire parce que c'est un animé, tu vois. C'est ça. Alors que les dessins animés français, c'est soit vraiment n'importe quoi, enfin, c'est pas possible dans la réalité, ou alors c'est vraiment comme dans la vraie vie. Alors que les animés, je pense que on y croit, tu vois. Ouais. C'est vrai que nous, c'est plutôt un thème avec des personnages, mais ils font jamais la même chose. C'est ça, c'est genre... Chaque épisode est nouveau. C'est un peu comme tous les livres, Martine va à la plage, Martine machin. Et dans le même temps, mon père, par exemple, a énormément joué sur des jeux japonais. Je pense à Zelda, à Mario, voilà, ces premiers jeux qui sont arrivés du Japon. Donc il avait un dictionnaire, il traduisait mot par mot. Bah oui, parce que du coup, il n'y avait pas Google Traduction. Oui, c'est ça, il n'y avait pas d'internet. Nous, en fait, on est nés dans cette période où il y avait déjà énormément, il y avait une vague en fait de jeux vidéo, d'animés, de mangas japonais. Donc pour nous, en fait, baigner dans tout ça, c'est normal, c'est banal. Pokémon, quoi. Ah, c'était incroyable. Moi, je pouvais te casser la figure si tu avais une carte Pokémon que j'avais pas. Ah ouais? Ah oui. Vous demandez à un Français vous commencez à chanter en français évidemment le générique, mais tout le monde suit. Vous commencez Pokémon, mais c'est sûr, vous commencez dans une salle à chanter Pokémon, il y a toute la salle qui chante. Mais c'est certain. C'est sûr et certain. Et puis, si je cite les quelques animés qui m'ont marqué, je penserai à Sailor Moon, à Magical Doremi, Cardcaptor Sakura. Et puis après, on s'est tous mis à lire des mangas. Pour vous faire
faire une idée, la France est le second pays au monde à lire des mangas, même aujourd'hui. Il y en a partout. Il y en a partout. Après le Japon. C'est-à-dire que Taïwan, c'est rien à côté de la France. Et puis on crée des mangas. On crée des mangas. Et il y a des écoles, je crois. Peut-être pas beaucoup, mais... C'est nouveau quand même. Mais hein. c'est nouveau, mais oui, des mais quand écoles même. de mangaka. Quand même, ouais. Oui. Et ce qui a fait que même maintenant, il y a beaucoup de personnes qui apprennent le japonais quand même. Par exemple. Oui, là on a une meilleure image du Japon. Je pense qu'aujourd'hui, si on demande aux Français quelles images ils ont du Japon, ils vont penser entre modernité et tradition, et c'est quelque chose qui fait rêver les Français. Pour vous montrer à quel point les Français ont adoré le Japon à partir de ces années-là, notre ancien président, qui est aujourd'hui plus de ce monde, Jacques Chirac. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah oui, Jacques Chirac, lui, avait une passion pour le sumo. Et cette fascination envers le Japon, elle s'est bien marquée quand la Japan Expo a été créée. Énorme la Japan Expo. Japan Expo, il faut savoir que ça a été créé, la première année c'était dans un garage. Aujourd'hui, c'est une exposition qui fait des kilomètres. Ça représente tous les pays d'Asie à peu près. Oui. Bah maintenant, oui. Surtout les plus gros, on va dire. Je pense que nos générations ont commencé à se dire, attends, je commence à comprendre un peu comment fonctionne le Japon. Oui, c'est vrai que du coup, c'était plus différent, parce qu'en fait, ça faisait partie de nos vies quotidiennes. C'est ça, on va aller voir autre chose. J'étais assez privilégiée parce que j'avais un ordinateur très tôt chez moi. Donc j'ai regardé pas mal de dramas japonais assez tôt, vers les 9 ans. Et à 10, 11 ans, j'ai commencé à regarder des dramas coréens. Ah ouais, tôt quand même. Ah, très tôt, ouais, c'était... Alors que moi, à ce niveau-là, tu vois, j'étais pas du tout dans l'idée de découvrir l'Asie, tu vois. Après, ça dépend vraiment des familles, de l'environnement dans lequel tu vis. Et donc, j'ai commencé très tôt à regarder des dramas coréens, parce que je n'avais plus rien à regarder en japonais. Donc voilà, je suis partie de la première à regarder des dramas, à écouter de la musique coréenne. On était un peu seuls, quoi, à l'époque, et aujourd'hui, ça a pris une ampleur. Ouais, Moi, je me souviens, premier concert de K-pop en Europe, il s'est fait à Paris. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que celui-là, c'était le premier concert en Europe, c'était à Paris. Quand on regarde la K-Con, la première en Europe, elle était à Paris. Enfin, c'est toujours en France, en fait. C'est toujours en France. Tout commence en France quand on parle d'Europe. Bon, après, il y a l'idée aussi que la France, c'est pratique, parce que c'est au milieu des pays occidentaux de l'Europe. Mais quand même, je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais d'ailleurs, sans parler des concerts, ça me fait penser, quand on parlait des temps vraiment anciens, la dernière fois on parlait des universités, l'INALCO c'est très vieux aussi. Oui. C'est vraiment très vieux et je pense que ça devait être l'une des premières écoles, on va dire, qui était spécialisée dans les langues principalement asiatiques. Oui. Ouais. Et elle est vieille comme école. On parle du Japon, on parle de la Corée, mais ça va s'étendre à beaucoup plus de pays. Déjà, il y a un attrait des Français au-delà de ces deux pays-là. La Thaïlande, c'est le rêve des Français. En fait, il y a plusieurs raisons. Je crois que si tu prends plusieurs parties de l'Asie, chaque partie a ses différentes raisons en fait de pourquoi on aime l'Asie. La Thaïlande, pour nous, c'est le rêve, c'est la lune de miel, c'est plage paradisiaque, c'est aimé, délicieux. Pardon. C'est ce qu'il y a plus beau. Que la Thaïlande, ce sera un petit peu le Vietnam, même le Cambodge, un petit peu moins. Je pense que Vietnam, Cambodge, c'est plutôt pour les backpackers. Ouais. Justement, en fait, ça représente bien, genre les Français aiment bien sortir de leur zone de confort, voir des choses complètement différentes, aller dans la nature. On l'avait déjà précisé dans une autre vidéo, je vous mets le lien ici au-dessus. Moi, durant mes études, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse de caisse. Et les clients, souvent, étaient intéressés par ce que je faisais. Et souvent, ces gens-là, ils étaient capables de discuter avec moi d'histoire de la Chine, de culture, de politique, de relations internationales, alors qu'ils ne provenaient pas de ce genre d'études, quoi. J'ai été très surprise parce que les Français, finalement, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus connaisseurs. Et c'est pour ça aussi, genre, il y a pas mal de Working Holiday Visa, de PVT. Les vacances-travail. Voilà, qui ont ouvert en Asie. Il y a plusieurs destinations qui permettent de faire un PVT. Il y a Taïwan, tous les deux on a fait Taïwan. Il y a aussi Hong Kong dans les destinations sinophones. Il y a bien sûr la Corée, le Japon. Et bon, Singapour, c'est un peu bizarre, donc c'est assez spécial. Donc on va pas s'attarder. Mais il y a pas mal de Français aussi qui font en mode humanitaire aussi. Oui, c'est vrai. Qui partent en Asie du Sud-Est. C'est vrai. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'écoles qui ont ouvert et c'était des Français en fait qui sont. Quand j'étais au Vietnam, je suis allé dans à Halong Bay, la baie d'Halong, et il y avait un village et il y avait une école.
qui a fermé après malheureusement, mais cette école avait été ouverte par un Français. Il y a plein de personnes qui ont cette image de la France très fermée mentalement, et c'est pas faux non plus de temps en temps. En fait, souvent c'est les gens qui sont comme ça, ils n'ont jamais quitté la France. Mais les gens qui sont en dehors, qui ont déjà voyagé, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Hein. Est-ce que les Français aiment l'Asie ? Et non, nous avons menti, en fait, on déteste. Tout ça n'était que du pipeau. Voilà, je pense qu'on a un peu répondu à la question. On a répondu oui, les Français aiment l'Asie. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Quelle est la raison pour laquelle vous aimez la France, les pays francophones ? Mais voilà, dites-nous ça en commentaire, ça nous intéresse beaucoup. Ouais. Et sur ce, j'ai envie de dire à la semaine prochaine et... soyez gentils.